Vous écoutez Mimesis, le podcast qui met votre corps en mouvement et votre esprit en ébullition. Je suis Alex, metteur en scène et directeur de l'association Le Bazar Culturel. Passionné par les arts du geste, j'ai fondé la méthode Artistic Training pour aider les acteurs à développer leurs qualités physiques et se perfectionner dans leur discipline. Chaque semaine, je vous livre mes entretiens avec des experts de la préparation physique, de l'entraînement, de la performance ou du mouvement en général. Que vous soyez artiste, sportif ou simplement curieux, cette émission sera l'allié de votre progression. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimesis. C'est comme toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Romain Clément. Romain est formateur et il est cofondateur de Gaïa Méditation. Depuis son plus jeune âge, il a vécu des paralysies du sommeil, des sorties hors du corps, des rêves lucides et il a passé de nombreuses années à se questionner sur la nature de ces phénomènes. Il s'est formé et aujourd'hui, il accompagne les personnes qui souhaitent développer cette capacité et l'utiliser pour avoir une vision plus large de la réalité, pour surmonter des phobies, pour influencer leur physiologie, pour obtenir des informations ou encore pour développer leur créativité. Il a récemment publié Sortie hors du corps, une expérience à votre portée. Salut Romain. Salut Alex, salut Mimesis, comment vas-tu? Ça va, et toi? Très bien, merci beaucoup pour cette invitation. Et avec plaisir, merci à toi de l'avoir accepté. Je pense que tu vas vraiment nous apporter énormément de valeur aujourd'hui, donc c'est vraiment un plaisir de te recevoir sur ce podcast. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de partager de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Est-ce que la présentation que j'ai faite de toi te convient dans un premier temps? Oui, totalement, c'est totalement ça. Tu as très bien décrit les motivations profondes pour moi de parler de ce sujet que je vis depuis l'enfance, hein. Ça a commencé avant mes 10 ans. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de voyage astral, de sortir du corps. Et souvent, la question qui revient, c'est pourquoi vouloir vivre cette expérience? Et c'est vraiment le cœur, j'allais dire, enfin, c'est un bon axe du livre, de l'ouvrage que j'ai écrit, c'était de partager les différents bienfaits qu'on peut tirer de la pratique pour effectivement trouver un but, un objectif quand on vit l'expérience. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai 5 questions à te poser pour faire un petit peu connaissance avec toi, avec qui tu es. Si tu étais un livre, quel livre est-ce que tu serais? Le pèlerin de Compostelle, Ok, si tu étais un film, Forrest Gump, si tu étais une époque, le présent, si tu étais une devise, Carpe Diem, ok, et si tu étais une créature légendaire. le Griffon. Le Ah, on Griffon, je sais l'avait pas pas si tu encore connais. sorti. Ouais, Ouais, super. c'est mon côté alchimique, ça. Ouais. Top. Ok, alors c'est quoi déjà qu'on appelle une sortie hors du corps? Est-ce que c'est un phénomène qui est similaire au NDE, au phénomène un petit peu de Near Death Experiment? Est-ce que c'est complètement autre chose? Comment est-ce que tu le définirais aujourd'hui? Effectivement, l'expérience de mort imminente, Near Death Experience, elle présente l'un des symptômes qui peut être vécu, c'est la sortie du corps. Des personnes qui vivent des expériences de mort imminente, tu sais, souvent dans un coma, aux frontières de la vie, entre la vie et la mort, entre guillemets, ces personnes arrivent à décrire par moments la sensation d'être dans un tunnel de lumière et certaines décrivent sortir de leur corps, avoir cette sensation de se séparer de leur corps. Toutes ne décrivent pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire la distinction entre les deux. Pour moi, la sortie hors du corps, celle que je vis du moins souvent aux abords de la nuit, aux abords d'une sieste, tout ça, c'est... Alors je parle de sieste, de sommeil, parce qu'on va le voir tout à l'heure, ça fera sûrement partie des questions, que j'utilise cette voie d'entrée dans cet état. On appelle aussi l'état de phase qui regroupe plusieurs phénomènes. La sortie hors du corps, c'est vraiment un phénomène qui est lié aussi au cycle du sommeil. On peut vivre une expérience de mort imminente et derrière revenir avec ces possibilités de vivre plus de sortir du corps. Donc c'est comme s'il y avait une forme de continuum entre ces états. La sortir du corps, aujourd'hui, pendant longtemps, j'ai pensé que l'âme sortait du corps. C'est quelque chose même qui potentiellement, plus jeune, quand j'étais vraiment plus jeune, pouvait me faire peur, me dire, est-ce que j'ai pas un risque de m'éloigner de mon corps, de pas revenir, de mourir? Et au fil des années, au fil de mes expériences, de ce que j'ai vécu, j'ai évolué, j'ai cheminé. Je ne dis pas que j'ai aujourd'hui la vérité absolue sur tout ça et je suis sûr que mon avis va être amené encore à évoluer.
mais je suis aujourd'hui dans cette vision qu'on est dans un état expansé de conscience. On remarque d'un point de vue scientifique, on pourra en parler, mais d'un point de vue des neurosciences et des personnes qui s'intéressent aux différentes phases du sommeil, à cet état de phase, que on est à la fois, alors je fais un gros raccourci, hein, mais qu'on est à la fois éveillé et endormi quand on vit l'état. Et voilà, aujourd'hui, c'est cette vision que j'ai, on parlait souvent d'un corps astral qui se détache aussi, tu vois, le corps astral qui est le corps de l'émotionnel. On parle beaucoup de ce corps-là au niveau de la spiritualité. Et finalement, j'ai cette vision d'une conscience qui est extra-neuronale, qui n'est pas localisée dans le cerveau, qui n'est pas générée par le cerveau, et que la sortie, c'est se connecter à une autre dimension de notre conscience. Hmm. Et donc l'âme resterait dans le corps. Il y a pas, c'est pas tel qu'on l'imagine, cette espèce de sortie vraiment de l'âme. C'est, on est à la fois dans le corps et à la fois hors du corps, en fait. C'est ça, si je résume. C'est ça, c'est vraiment la nuance que j'ai par rapport à l'expérience de mort imminente. Certains diront, pareil, j'ai pas la preuve à avancer, que justement dans la sortie dite astrale, la première couche qui nous maintient en vie, la couche énergétique, c'est le corps éthérique. Et donc, indirectement, ça explique pourquoi, quand on vit une sortie astrale, on a tous nos processus physiologiques qui fonctionnent correctement. La respiration, le rythme cardiaque qui accélère d'ailleurs plus ou moins en fonction de ce que l'on vit en sortir du corps. Et également, les mouvements des yeux sous les paupières, tu sais, les micro-vibrations qu'on peut retrouver, des petits micro-mouvements de la mâchoire, au niveau des extrémités des membres aussi, les doigts, tu vois, les pieds. On va remarquer qu'effectivement, on est encore en pleine possession de tout ça. Donc, ça explique aussi que par rapport à une expérience de mort imminente, il y a cette différence. Une expérience de mort imminente, bien souvent, la personne est dans le coma, elle peut expérimenter un arrêt cardiaque, même, il semblerait, un arrêt parfois cérébral, selon des témoignages. Tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus, pour dire qu'il subsisterait peut-être une activité encore du cerveau. Mais toujours est-il que voilà, c'est une nuance qu'on peut remarquer d'emblée entre ces deux expériences. Hmm. Tu parlais effectivement du sommeil et c'était la question que j'allais te poser juste après, c'est est-ce que ça arrive pendant qu'on est éveillé? Est-ce que ça arrive pendant qu'on dort? Est-ce que ça nécessite d'être conscient, de faire une sortie hors du corps? Alors effectivement, c'est une très bonne question. J'ai parlé beaucoup du sommeil. C'est une porte d'entrée idéale. J'irais même deux portes d'entrée idéales parce que d'un côté, on peut entrer dans ce fameux donc, état de phase. Je dis souvent, vous m'entendrez souvent prononcer l'état de phase qui est aujourd'hui une expression qui est reconnue d'une partie de la communauté scientifique qui s'intéresse à ces sujets. Du moins, c'est l'expression qui a été utilisée dans des revues scientifiques par rapport à ce phénomène. C'est mon mentor, Michael Radouga, avec qui je collabore aujourd'hui d'ailleurs, qui a mis en place cette expression et aujourd'hui il est chercheur dans le domaine, hein. Et donc je parlais de deux portes de prédilection dans cet état de phase. D'un côté, on a le sommeil. On est en train de rêver, on fait un rêve classique et d'un seul coup, la lucidité émerge. On prend conscience qu'on est dans un rêve, à partir duquel on va pouvoir commencer à créer certaines choses et à influencer ce que l'on vit dans cet environnement onirique. La porte d'entrée, c'est le rêve lucide. Premier point important, on arrive à partir du sommeil. Le décor lui-même se modifie assez facilement. On a l'habitude, quand on rêve, que le décor change régulièrement. Et on remarque donc qu'on passe par la porte du sommeil. On est endormi en grande partie. Bien souvent, ça se produit dans la phase de sommeil paradoxal, c'est-à-dire le sommeil là où les rêves sont les plus vifs, là où on remarque qu'on est à la fois au niveau du cerveau dans des ondes θ, c'est des ondes qu'on retrouve dans l'imaginaire, dans les ondes liées à l'état d'hypnose profond aussi également. Mais on remarque aussi qu'au niveau du lobe frontal, on a une activité assez accrue au niveau de la partie consciente, tu vois, le siège de la conscience. Donc on est à la fois endormi et on commence à avoir cet aspect lucide. C'est la lucidité qui fait ça, hein, potentiellement. Je dis bien potentiellement parce qu'effectivement, la recherche évolue à ce niveau-là. Et donc, je parlais de rêve lucide. Certains diront, oui, mais c'est pas une sortie hors du corps. Effectivement, j'ai parlé des premiers symptômes d'entrée. On arrive par le sommeil. La deuxième, c'est qu'on transite. On a un micro-réveil, par exemple, où on est sur le point de s'endormir et on est vraiment à la porte entre les deux. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression, alors si je parle du réveil, de se réveiller. On est éveillé, on est conscient.
Si bien que on est conscient de ce qu'on est en train de traverser sans être conscient du phénomène qu'on traverse. Je m'explique. Par exemple, quand j'étais enfant et j'ai commencé à vivre mes premières sorties du corps, je me retrouvais debout dans ma chambre et j'étais persuadé juste d'être debout physiquement dans ma chambre. Je ne cherchais même pas à me retourner pour voir si j'avais mon corps allongé. Tu vois? Je me levais et j'allais à la porte. J'essayais d'allumer la lumière, en appuyant sur l'interrupteur, mais la lumière ne s'allumait pas. Et de fil en aiguille, j'avançais dans la maison. Pareil, aucune lumière s'allumait. La peur commençait à arriver et étant connecté à la dimension émotionnelle de mon être, sortie dite astrale, donc la sortie liée à l'émotion, et ben ma peur projetait encore plus une scène qui pouvait me faire peur. Donc, c'est-à-dire que cette obscurité devenait presque oppressante parce que j'étais dans mes peurs. Et c'est d'ailleurs en lien avec, on pourra aussi peut-être en parler plus tard, mais le fait qu'aujourd'hui, je parle des nombreux bienfaits, notamment se libérer de phobies, de peurs et tout ça à travers ces pratiques. Donc la sortir du corps, c'est une expérience dont on a l'impression d'y être pleinement. On est pleinement immergé d'un point de vue sensoriel. Je précise quand même qu'on n'a pas forcément cette sensation de sortie systématiquement et qu'elle est même présente plutôt dans 30% des cas. Donc c'est même pas une majorité des cas. Et donc, à partir de ces deux portes d'entrée, ce qui est intéressant, et c'est ce que j'enseigne dans mes stages, dans les formations, j'en parle aussi un peu dans le livre, en approfondissant ces deux états, on va se rendre compte qu'ensuite la frontière, en avançant dans l'expérience, devient minime et devient infime, parce on aura réussi à approfondir l'état jusqu'au point d'obtenir un niveau de lucidité très très fort. Ça veut dire du coup qu'on se souvient systématiquement de nos sortir du corps. Je vais prendre le parallèle avec le rêve. Tu vois, parfois on fait des rêves dont on ne se souvient pas. Est-ce que ça pourrait arriver potentiellement qu'on fasse des sortir du corps dont on ne se souvient pas au réveil? Ou est-ce qu'une sortir du corps, il y a forcément cet état de lucidité? C'est une très bonne question. Tu vois, si tu fais une sortie du corps et que tu reviens à toi, tu te souviens très bien de ce que tu as vécu. Là où ça devient flou, parce que certains disent, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir fait une sortie, mais ça reste flou. Et ce qui est intéressant, il dit, je m'interroge, est-ce que j'ai vécu un rêve lucide ou pas? Et c'est là que ça devient intéressant. C'est parce qu'en fait, bien souvent, on a tenté de cloisonner les deux comme deux expériences totalement dissociées. Alors qu'en fait, elles sont dans une forme toujours de continuité, comme cette fameuse expérience de mort imminente qui serait peut-être au bout de la chaîne. Et en fait, par rapport à cette continuité, si on fait une sortie hors du corps, mais qu'on devient, par exemple, passif, parce que ça, c'est un critère qui est intéressant, je dis toujours aux stagiaires de rester actif systématiquement, parce que être trop passif va vous nous ramener au corps, ou on prend le risque d'autre chose, de plonger dans un sommeil. Donc, à un moment donné, si on plonge dans le sommeil, qu'est-ce qui se passe? C'est que au niveau du cerveau, on le remarque, on commence à avoir plus d'ondes cérébrales qui correspondent à cet état lié au sommeil. Et ce qui est intéressant, c'est que si on perd la lucidité, on plonge dans un rêve classique. Mais dans un rêve classique, il y a un processus physiologique qui est totalement naturel, qui a lieu, c'est le fait que la mémorisation soit en partie inhibée. C'est ce qui fait qu'en retour d'un rêve, globalement, en général, on a des bribes de rêve, on n'arrive pas à se souvenir de tout et parfois ça nous échappe. Il faut vraiment garder les yeux fermés, éviter de stimuler la sphère sensorielle physique pour rester accroché à ça et avoir le plus de souvenirs possibles qui viennent. Donc, quand on transite par le sommeil, eh ben, en fait, c'est comme si quelque part on avait commencé à tirer la chasse d'eau. Ok. C'est vrai, c'est ça. D'accord. Désolé pour l'image, mais bon, Non, mais la chasse d'eau, c'est c'est la très bien. première chose qui m'est venue. Ouais, au moins c'est très clair. Ouais, donc ça veut dire vraiment que cet état de rêve lucide, il est nécessaire. C'est une espèce de préalable pour pouvoir faire une sortie hors du corps. Voilà, ce n'est pas obligatoire. Je remarque en tout cas que beaucoup de personnes qui vivent pas mal de rêves lucides ont plus de prédispositions à vivre plus naturellement, on va dire, la sortie hors du corps. Et en général, d'ailleurs, les personnes qui vivent ces expériences vivent aussi d'autres phénomènes ou peuvent avoir vécu au moins un des autres phénomènes de l'état de phase, comme la paralysie du sommeil. Tu sais, cet état où soit à l'endormissement, soit au réveil. Moi, je vais parler du réveil, c'est plus souvent au réveil que ça m'arrivait. Ça m'arrive plus aujourd'hui, d'avoir cette sensation d'être paralysé. Tu vois, de ne pas pouvoir bouger. Parfois, on perçoit même des créatures aux abords du lit. Je dis créatures parce que c'est comme ça qu'on le vit au début quand on ne sait pas ce qui nous arrive. On peut voir qu'une fois qu'on a entendu parler du phénomène, ça devient tout autre, ça peut devenir totalement merveilleux. Mais ces intrus, parce qu'on appelle ça les intrus, hein, c'est l'expression qui a été donnée à l'époque
c'est par un Hollandais, un médecin hollandais en 1700 et quelques, hein, qui a parlé pour la première fois de la paralysie du sommeil en milieu clinique. Et donc justement, cette perception, on parle d'un intrus, teinté une fois de plus de nos peurs. Et ce qu'on ne sait pas quand on ne s'intéresse pas encore à tous ces phénomènes, c'est que la paralysie du corps, elle est totalement programmée d'un point de vue physiologique quand on est dans le sommeil paradoxal. C'est pour nous éviter de vivre des crises de somnambulisme. Donc le somnambulisme, c'est une sorte de bug potentiellement déclenché par un épisode de stress, un potentiel traumatisme, un surmenage, une fatigue accrue. Donc c'est même considéré par certains comme un trouble du sommeil. Et donc, si derrière le corps n'était pas immobile, à un moment donné, ben, on serait en train de marcher dans l'appartement systématiquement. Donc, la paralysie du sommeil, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on vivait ce micro-réveil, mais qu'il y a un petit bug, un petit décalage entre le moment où le corps retrouve sa mobilité et le moment où on a eu ce micro-réveil. Donc, ça crée quoi? Ça crée, pendant ce laps de temps, quand on ne sait pas ce qui nous arrive, une fois de plus, une forme de peur qui émerge. Pourquoi je n'arrive pas à bouger? J'ai pensé longtemps, est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis paralysé? Et forcément, bah, plus j'avais peur, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une forme d'état hypnotique euh, plus plus, et donc la peur vient renforcer encore la peur. Mais on va pouvoir agir, et c'est ça qui est merveilleux dans tout ça. Euh, à l'inverse, plus on va prendre plaisir, plus on s'émerveille de ce que l'on est en train de vivre, plus on est dans la gratitude de ce qu'on est en train de vivre, plus qu'on le vit, c'est merveilleux. Et c'est vraiment l'une des clés majeures quand on veut pratiquer la sortir du corps délibérément. C'est-à-dire tout ce que j'enseigne, c'est pour les personnes qui veulent le vivre de manière spontanée ou les personnes qui le vivent déjà d'habitude, mais qui ne savaient pas ce qu'elles étaient en train de vivre. C'est les informer sur ce qu'elles peuvent faire pour transmuter totalement l'expérience qui pourrait avoir été vécue comme une expérience traumatisante, pour le voir comme un véritable outil pour se connecter à soi et se découvrir. Et là, tu parlais donc des paralysies du sommeil parce que ça pourrait être pour toi une autre porte d'entrée potentielle pour la sortir du corps? Ou quel est le lien que tu fais entre rêve lucide, paralysie du sommeil et sortir du corps? Alors la paralysie du sommeil, elle est considérée comme un symptôme potentiel de la sortie du corps. C'est-à-dire, c'est une sortie du corps qui n'a pas encore abouti. Dans les symptômes, il y en a différents. Il y en a certains qui vont amorcer toute leur sortie du corps par la paralysie du sommeil. Ça, c'est plutôt rare, hein, parce que je parle de paralysie pour que les gens puissent identifier éventuellement ce qui leur arrive. Parce que l'ensemble des phénomènes, rêve lucide, sortir du corps, paralysie, les faux réveils également, quand tu te réveilles en plein rêve, et à nouveau tu te réveilles en plein rêve, c'est des faux réveils, on appelle ça. Tout ça, c'est 90% de la population qui l'a vécu au moins une fois, l'un de ces phénomènes. Alors, le rêve lucide, c'est celui qui est le plus vécu. La sortie du corps, on est aux alentours de 20%, tu vois, à peu près. La paralysie du sommeil, au moins pas loin de 30% de la population l'a vécu au moins une fois. Après, on est à 8% d'un point de vue plus régulier. Et chez les étudiants, c'est plus flagrant. Les étudiants, le sommeil n'est plus le même, on perturbe les horloges biologiques, les cycles circadiens, on se couche plus tard, on a les devoirs, on a l'anxiété de ce qu'on va faire après les études, le stress des devoirs, de tout ça, de réussir. Et donc, on va voir que c'est un facteur qui est présent. Donc, la paralysie du sommeil, c'est un symptôme qui peut être expérimenté par certains. Parmi les autres symptômes, on va avoir les vibrations. Des vibrations plus localisées dans la tête, dans le corps, l'ensemble du corps. Et certains décrivent même la sensation qu'elles vivent, certaines personnes disent, je viens de vivre un épisode paranormal, quoi. Pourquoi? Parce que le lit s'est mis à trembler. En fait, c'était elle qui était en train de vivre cet état vibratoire. Certains vont dire, la vibration, tout s'est mis à trembler, c'est comme s'il y avait un avion de l'autre côté de la pièce. Les vibrations, c'est une chose qui signale le passage, j'allais dire, d'une fréquence à une autre, d'une vibration à une autre. On passe de la conscience du corps à un autre point de focus de notre conscience. Hein. Là, j'espère que pour l'instant, c'est pas trop Non, c'est compliqué. très clair. Ouais, non, Très non, clair, non. d'accord, c'est Ouais, très c'est bien. très clair. Bon, merci. Et derrière, dans les autres symptômes. Donc je dis bien, je vais parler de différents symptômes parce que le but, c'est pas de se dire, ah, j'ai pas vécu ces symptômes, donc je peux pas vivre de sortie ou j'ai pas réussi à vivre une sortie. Ouais, Parce qu'en fait, ça va varier d'une expérience à une autre, mais également d'une personne à une autre. bien sûr. Parmi les autres symptômes, c'est assez courant, les petites images
Alors souvent on a parlé d'hallucinations hypnagogiques au moment de l'endormissement ou hypnopompiques au moment du réveil. C'est des hallucinations, on dit ça, alors qu'il y a plusieurs chercheurs justement dans le domaine qui disent, dans le milieu même scientifique, hein, qui disent on ne peut pas appeler ça une hallucination parce qu'on a les yeux fermés. Une hallucination se vit les yeux ouverts. Donc là, c'est des images qui viennent par exemple à l'endormissement. Moi, c'est très courant à l'endormissement d'avoir des symboles, des visages, des choses comme ça qui s'avancent ou un décor d'un seul coup dans lequel je me trouve totalement immergé. Mais ce décor, si je commence à trop me questionner, à rester passif, à parfois même me dire mais où est-ce que j'ai atterri, le temps que je tergiverse là-dessus, je reviens à mon état d'éveil normal et j'ai pas réussi à amorcer pleinement la sortie, sortir du corps ou le voyage astral. Donc en fait, ça crée vraiment une difficulté selon qu'on essaye de transiter dans cet état par l'endormissement ou par le réveil. Parmi les autres symptômes, on va avoir également les sons. Et les sons, ça va être ces fameux bruits qu'on peut percevoir des fois aux abords du lit. On peut entendre quelqu'un qui frappe à la porte, quelqu'un qui frappe. Moi, c'est la table de chevet à côté. C'est toujours trois coups comme ça que j'entends. Et ensuite, tout de suite, ça me met dans l'état. C'est la fenêtre qui est ouverte pour moi pour faire une sortir du corps. On peut parler également de sifflement, de bourdonnement, de bruit de tintement. Certains entendent des bruits de casserole. Ils disent, mais tout s'est écroulé dans la cuisine. Le lendemain, il n'y a rien qui s'est écroulé. On peut entendre également des voix. Ces voix, elles sont intelligibles ou pas, à l'extérieur de nous-mêmes ou à l'intérieur de nous-mêmes. Pareil, là-dessus, je ne rentre pas dans l'interprétation de ce que sont ces voix. Certains diront c'est des guides, certains diront attention, c'est des entités, tout ça. Le but là, pour l'instant, c'est juste de dire quels sont les symptômes qui peuvent émerger. Je m'attache surtout à ça, parce qu'à partir d'un symptôme, si on choisit de le faire délibérément, on ne s'attarde pas vraiment à l'importance de ce que c'est, la nature de la chose au début. Au début de l'expérience, c'est la porte qui s'ouvre. Et l'idée, c'est de transiter pour s'immerger pleinement dans ce voyage astral, dans cette sortie hors du corps, et ensuite pouvoir vraiment commencer à obtenir des informations, etc. Oui, c'est-à-dire que là, Parmi, donne, ce sont des portes d'entrée différentes. On a tous, pardon, plus ou moins des portes d'entrée différentes en fonction de qui on est. Et donc, le but, c'est de savoir quelles sont ces portes pour pouvoir potentiellement les pousser le jour où ça va nous arriver, c'est ça? Oui, oui, exactement. Tu vois, dans les portes, j'ai plutôt parlé de les rêves lucides et de sortir du corps, tu vois. Alors là, je parle plus de symptômes, à savoir identifier les symptômes, les signes précurseurs à la sortie du corps qui arrivent. Il y a d'autres signes par rapport aux rêves lucides. Ça, c'est assez courant, c'est simple. C'est les choses qui sont un peu anormales. On commence à se dire, mais est-ce que je ne serais pas dans un rêve? Et là, en général, il y a des tests de réalité comme regarder ses mains. Regardez le nombre de doigts qu'on a. En général, on a un doigt en plus ou moins de doigts. C'est très courant. Et bingo, on est dans un rêve lucide. La sortie hors du corps, dès qu'on a un petit doute sur ce qu'on est en train de vivre, on commence à se dire, certains me disent beaucoup le vivent, moi je l'ai vécu de temps en temps, tu sais, cette sensation d'un seul coup que tu vas chuter du lit ou que Oui. tu chutes dans le lit d'un coup. Oui. Ça, c'est pareil, c'est un autre symptôme qui fait appel à ce qu'on appelle l'effet vestibulaire. Zone du cerveau qui nous donne ces sensations de rotation. Donc, il y a des techniques qui sont basées justement sur tous ces symptômes, comme la technique de la balançoire, etc. La rotation. Donc voilà, globalement, plusieurs signes. Il y a aussi, et ça peut arriver, la sensation qu'un être nous aide à sortir. Donc que quelqu'un vienne nous tirer du lit, vienne nous sortir. Et donc là, on peut interpréter ça comme étant potentiellement un guide, un être protecteur qui vient nous aider. C'est vraiment des images que je peux donner. Je n'affirme rien, une fois de plus, j'invite chacun à vivre son expérience, mais du moins, juste de l'entendre. Je pense que c'est ça le but informatif de tous les échanges auxquels je participe. Dans le livre aussi, il y a plusieurs passages là-dessus. C'est vraiment d'aider les gens à identifier tout ça. Pour se dire, OK, maintenant j'ai ce symptôme, qu'est-ce que je peux faire? Donc, si déjà on vit l'expérience, il faut savoir aussi que en pleine nuit, à un moment donné, on vit un réveil, on a l'impression de bouger dans le lit. Enfin, c'est notre conscience qui bouge, on a cette sensation de bouger. Et ça a été observé dans des centres du sommeil en mettant une caméra sur le dormeur qui dit avoir bougé tant de fois de telle heure à telle heure et qui en réalité a bougé beaucoup moins de fois. Donc c'est potentiellement déjà on est déjà en sortie, on est déjà entre guillemets, moi, je dis bien entre guillemets dissocié et on a cette sensation de se mouvoir dans le lit alors que physiquement on ne bouge pas. Donc à ce moment-là, on peut tenter, si on a cette sensation de pouvoir bouger et tout ça, un test,
c'est se boucher les narines, par exemple. Si j'arrive à respirer au travers, il y a forcément de très grandes chances d'être déjà en sortir du corps. Et ça arrive si on fait le test dans 90-95% des cas, on arrive à respirer au travers. Énorme, ok. Alors, il y a d'autres pratiques qui permettent le voyage astral. Je pense au voyage chamanique. Je pense Hmm. aussi à tout ce qui est lecture akashique, accès aux annales akashiques. Et quand on pratique ça, on a des rituels à mettre en place et une forme de solennité dans un voyage chamanique ou quand on va faire une lecture akashique. On le fait pas tellement pour du loisir ou pour par hasard parce qu'on a envie de se promener comme ça. Il y a quelque chose, ouais, vraiment de très solennel. Est-ce que c'est la même chose avec les sorties hors du corps? Est-ce qu'il y a des rituels à mettre en place avant de le faire, des protections à faire? Est-ce qu'on peut le faire un peu de manière ludique pour le loisir? Comment est-ce que ça se présente en termes j'ai envie de dire, en termes de rapport à l'invisible? Ouais. Bah, merci pour cette question. Elle est très importante. La sortie hors du corps, selon moi, c'est quelque chose, bah, je l'ai dit déjà, c'est une expérience à votre portée. Donc potentiellement déjà, et là j'ai énormément de témoignages là-dessus, peu importe la génération, on peut vivre l'expérience. Déjà, c'est quelque chose qui est accessible. C'est accessible à la fois pour une personne qui est déjà dans un cheminement spirituel, mais également pour des personnes qui sont totalement fermées même à la spiritualité, des gens qui n'ont jamais médité de leur vie, des gens purement matérialistes qui vont vivre l'expérience à un moment donné, soit pour prouver que ça n'existe pas, soit par curiosité. Et ça, j'ai eu des cas de témoignages, et c'est souvent les personnes qui sont le plus transformées par l'expérience, parce qu'elles se rendent compte qu'il y a plus que cette simple vie incarnée sur Terre, hein. Donc, c'est quelque chose de véritablement transformateur. Au niveau de la préparation, ça, c'est mon approche, et je respecte l'approche de chacun. Mon approche, c'est essayer de trouver quand même euh, une motivation profonde de vouloir vivre l'expérience. Essayer de l'identifier. Est-ce que c'est pour avoir certaines informations sur notre chemin de vie, notre mission de vie, rencontrer des guides, faire le deuil, donc on peut rencontrer des défunts, enfin des êtres disparus, avoir une dernière étreinte avec eux, leur dire je t'aime. Euh, on peut également influencer notre physiologie, notre santé, à la fois physique mais émotionnelle. Et d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue des traumatismes, des peurs, c'est quelque chose qui est déjà utilisé dans beaucoup de centres thérapeutiques qui utilisent ces techniques dans les pays anglo-saxons. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire le mieux possible lors de mes stages, de donner ces outils-là pour les personnes pour pouvoir vivre ça. On peut travailler notre créativité également. Moi, en tant que musicien-chanteur, j'ai capté plusieurs fois de la musique. Alors, ça arrivait aussi bien en rêve lucide qu'en sortir du corps. Et j'allais dire, même en rêve, la difficulté, c'est que quand je reviens d'un rêve, j'arrive pas à retranscrire tout de suite au moment du réveil la musique. C'est comme si elle était au bout des lèvres. Je suis à deux doigts de la chanter, mais j'arrive pas. Le rêve lucide, c'est déjà plus clair. Et la sortir du corps, là, c'est très clair. Donc, c'est quelque chose voilà, il y a une alternative aussi à des mondes virtuels pour certains, pour les personnes qui vivent des handicaps, de beaucoup de personnes qui sont handicapées moteurs, qui ne peuvent plus aujourd'hui marcher, par exemple, vont pouvoir retrouver cette expérience sans sortir du corps, et qui va leur apporter beaucoup de réconfort et beaucoup de bien par rapport à ce qu'ils vivent. On va me dire, est-ce que dans ce cas-là, il n'y a pas la tentation de fuir ça, de fuir la réalité terrestre et de Oui. vouloir constamment y être? Eh bien, ce qu'on retrouve assez régulièrement, et en tout cas, ça c'est mon cas, je veux parler pour moi avant tout. Comme ça, chacun vit son expérience. Je remarque au contraire, ça me permet de vivre une vie encore plus incarnée, mais plus consciente. C'est surtout ça. C'est de me rendre compte que ce pouvoir créateur que je vais retrouver dans cet état de phase, eh ben, en revenant, j'ai l'impression d'avoir ce pouvoir créateur en moi. Je le ressens. Donc j'ai l'impression que je suis en mesure, je ressens que je suis en mesure de créer beaucoup plus de choses dans ma vie, d'attirer plus de choses à moi, d'activer cette fameuse loi de l'attraction, tu sais. Toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui devient tout de suite plus abordable, plus accessible, comme se sentir libre. Quand tu expérimentes le vol en rêve lucide ou en sortir du corps, cette sensation d'être libre et totalement détaché de ton enveloppe de chair, c'est une sensation qui est aussi incroyable. Sans parler derrière des éventuelles douleurs qu'on pourrait ressentir dans notre corps physique, qu'on ne ressent plus quand on est dans cet état. C'est Est-ce quelque que chose quand qui est fort.
Ouais, toi qui pratiques souvent les sorties hors du corps, est-ce que quand tu es en sortie hors du corps, tu as vraiment cette sensation d'être plus grand que ton corps, d'être une conscience élargie, de pas être qu'un corps physique? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ou est-ce que tu es quand même rattaché vraiment, entre guillemets, à ton corps, à toi? Ouais, c'est quelque chose qui va varier hein, d'une expérience à l'autre. Globalement, on a plus l'impression, enfin moi en tout cas, j'ai plus l'impression d'être conscience qu'autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que si je me dis comment je me déplace et que je me dis je vais y aller en marchant, j'ai la sensation de marcher. Mais sinon, je me déplace régulièrement. En fait, je me dis mais j'ai juste lévité entre guillemets ou je me suis téléporté. Aujourd'hui, c'est principalement de la téléportation. Pour aller plus vite, j'ai mis l'intention d'aller à tel endroit et j'y suis plus que de cheminer de manière très terrestre. Finalement, c'est très terrestre de vouloir cheminer de cette manière. Et c'est aussi, quelque part, alors sans dire c'est moins bien ou mieux, peu importe, je me dis que c'est comme s'il y avait une forme d'évolution. On suit notre chemin d'évolution et qu'indirectement, on commence à se détacher systématiquement du piège de l'ego, de toujours vouloir tout catégoriser, tout labelliser, de mettre toutes les expériences rattachées systématiquement à l'ego, à notre corps physique, etc. Donc ça, c'est le mental. En même temps, quand on pénètre dans cet univers qui est, j'allais dire, le champ quantique, on va puiser dans un champ là-dessus où c'est quelque part, on devient une onde, on devient cet aspect vibratoire de nous-mêmes, ondulatoire, sans être de la matière. Et donc, c'est difficile de se retrouver dans ces nouvelles réalités si on n'a pas de repères. Et là-dessus, c'est sûr que ça va nous aider de cheminer d'un point de vue plus similaire voilà, plus humain. Donc, c'est ce qui va nous aider aujourd'hui, c'est des raccourcis. Pour obtenir des réponses, je ne vais pas forcément me dire, tiens, je vais sortir, je vais chercher forcément de rencontrer une personne pour lui poser des questions. Presque dans les premiers instants au moment du réveil, je pose ma question en partant du principe que je suis déjà potentiellement dans l'état de phase. Et je reçois une voix qui me parle ou des images ça y est, qui arrivent et tout ça. Justement, j'allais aussi te demander sur quel plan est-ce que ça se passe. Tu vois, si je reprends le cas du chamanisme ou même de la communication avec les animaux, il peut arriver, moi je pratique la communication animale, quand tu parles avec l'âme d'un animal, tu vas fermer les yeux, tu parles avec son âme, mais c'est pas pour autant que son corps physique va réagir dans la matière, parce que c'est un échange d'âme à âme. Alors il peut avoir, mon chien, il peut avoir une réaction, mais ça va pas être avec la même intensité que l'échange que je peux avoir par ailleurs, tu vois. Est-ce que là, ça se passe sur le plan physique? Concrètement, si toi tu dors, si tu fais une sortie hors du corps, est-ce que tu peux avoir une interaction avec quelqu'un qui est réveillé, qui est dans la matière, Mhm. ou est-ce que c'est sur un autre niveau de vibration? Alors là, je vais parler dans un premier temps de généralité, parce qu'il y a des nuances, hein. D'un point de vue général, c'est exactement comme tu disais par rapport au voyage chamanique. On agit sur un autre plan. J'allais dire même sur tout autant de plans qui puissent exister, tout autant de vibrations, de fréquences même, hein. Même si on partait d'un niveau qu'elles sont infinies, si on disait qu'elles étaient infinies, et ben d'une sortie à l'autre, c'est vrai, on peut vivre des expériences vraiment différentes comme certaines expériences d'ailleurs qu'on nous a demandé à reproduire d'un point de vue expérimental, reproduire une expérience de mort imminente par l'intention. Hein. On se programme avec le protocole habituel, sauf que cette fois-ci, dans ce fameux plan d'action, tu parlais tout à l'heure des préparations, donc il y a le plan d'action où c'est comme si on établissait des checkpoints, hein, des choses qu'on veut atteindre dans la sortie. Et donc, dans ces expériences, on peut vivre des expériences cataloguées comme expérience de mort imminente, c'est-à-dire qu'elle remplit suffisamment de points par rapport à l'échelle de Grayson, c'est l'échelle de cette personne qui a mis en place voilà, une forme d'échelle pour pouvoir cataloguer une expérience comme expérience de mort imminente ou non. Tu vois la personne dans un tunnel, tant de points, tu vois une lumière au bout du tunnel, tant de points, tu as la sensation de sortir de ton corps, tant de points, etc. Donc là-dessus, effectivement, on est sur un autre plan. Maintenant, il y a des personnes, et ça j'en connais, alors pas beaucoup, mais il y en a deux qui m'ont déjà témoigné d'avoir vécu, de guérir des personnes, de soigner des personnes à partir d'un voyage astral, à partir d'une sortie hors du corps, avec des témoignages derrière qui me disent, moi je les crois, hein, je n'ai aucun doute sur ce qu'elles disent. Ce qui est très intéressant, c'est que ces personnes ont vécu des expériences de mort imminente. Donc, il y a quelque chose tout de suite qui me saute aux yeux, c'est que beaucoup de personnes qui reviennent d'expériences de mort imminente reviennent avec ces spontaneous mediumship experiences, donc des expériences de médiumnité spontanée, du magnétisme, etc., des dons de clairvoyance, et potentiellement, à partir de la sortie, elles le vivent. Et là, c'est mon frère Stéphane, un de mes frères, on est cinq frères,
qui disait, mais en fait, les personnes qui peuvent potentiellement le faire, c'est des personnes qui ont déjà cette capacité innée, sans forcément en être conscientes, qui est déjà présente. Donc, elles expriment juste ce don au travers de la sortie, et dans ce cas-là, elles peuvent agir directement. Mm. Ouais, ce que tu disais sur les soins, c'était intéressant, ça faisait partie des questions que je voulais te poser, c'est sur les impacts sur la physiologie. Donc on peut potentiellement, tu parlais de soigner quelqu'un d'autre, on peut potentiellement aussi, j'imagine, se soigner nous-mêmes. Parce que si Alors, on... ça va être beaucoup plus simple de travailler sur soi. Et c'est même Ouais. là la clé. C'est pour ça que je parle avant tout d'un voyage, notre voyage multidimensionnel, hein. C'est vraiment un Mm. voyage au sein de notre être, à différents niveaux de notre être. Et ce voyage sur soi, il est beaucoup plus évident parce que, alors là, je vais parler de l'aspect physiologique pour peut-être nourrir les plus matérialistes, les plus, voilà, ceux les plus Ouais. cartésiens, on va dire. C'est que derrière, très, très vraisemblablement, on activerait des processus, l'effet placebo qui entre en jeu, et également l'épigénétique, c'est-à-dire pouvoir, à partir de notre ADN, nos gènes, on va pouvoir reprogrammer une nouvelle expression de nos gènes. Donc c'est comme si on avait cette hélice d'ADN, on a une manche par-dessus, bon là je ne l'ai pas, hein, j'ai une manche, et c'est des protéines régulatrices qui se libèrent dans le corps associées à l'ADN tel qu'il est. Maintenant, si on change nos émotions, si on change notre environnement, et là en l'occurrence en sortir du corps, on le vit très instantanément et très rapidement. On est dans un hyper-réalisme bien souvent. Le cerveau, lui, il ne fait plus la différence entre ce qui est vécu intérieurement et le fait que le corps, lui, soit allongé. Donc il la vit pleinement, mais en accéléré. Donc tu vis, je vais parler d'une guérison émotionnelle. Donc je vais parler de revisiting, par exemple, revisiter une scène du passé qu'on regrette. Tu revisites la scène, peut-être qu'il y a des éléments qui divergent, mais elle est plus ou moins en accéléré. La conversation peut se faire de manière télépathique ou orale. Et derrière, tu changes la teneur des choses que tu regrettais. D'un point de vue quantique, on dirait que tu viens de changer d'embranchement quantique. Tu viens de changer de chemin. Et ensuite, ça doit venir s'intégrer au niveau des cellules. Mais au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe? Moi, déjà, quand je vis ça en sortir du corps, j'ai l'impression d'être traversé par un courant électrique qui me fait pas mal, hein, mais qui me traverse de la tête aux pieds. Et là, systématiquement, c'est là que je demande à revenir. Pourquoi? Bah, pour ramener ça au corps. Donc, le corps, lui, il a libéré tout un cocktail biochimique qui correspond à cet état et qui va venir enlever donc la manche. On est dans un état de reprogrammation, on est dans un état d'hypnose, hein, je disais en quelque sorte, approfondi. La manche est enlevée, on reprogramme tout ça donc par rapport à nos gènes, avec des boutons d'activation, hein, comme on dit en épigénétique, et la manche se referme et elle libère dans le corps de nouvelles protéines régulatrices qui vont générer un nouvel état d'être physiologique. Et donc, je m'en suis servi, moi, pour des allergies, je m'en suis servi pour une tendinite et tout ça. J'ai pas eu énormément d'occasions de pratiquer plus que ça. Globalement, je suis plutôt en bonne santé, mais c'est quelque chose qui est très puissant. Ouais, c'est super intéressant parce qu'effectivement, ça permet d'ouvrir le champ des possibles sur ce qu'on peut faire. On sait déjà de toute façon de base que le corps se reconstruit pendant la nuit. Je pense évidemment bah, à la reconstruction musculaire, etc. On sait qu'il y a ouais, qu'il y a, un renouveau qui se fait à ce moment-là. Et justement, ça m'amène à te poser une question qui va être très terre à terre. Est-ce que pendant que tu fais une sortie hors du corps, tu te reposes quand même ou est-ce que quand tu te réveilles, tu as l'impression d'avoir fait une nuit blanche? Alors, quand je reviens, je suis totalement galvanisé. En fait, les nuits, beaucoup disent, mais tu vas pas dormir quand tu viens de sortir du corps. Donc, en fait, je le disais, hein, il y a une partie de nous qui est endormie et l'autre qui est très consciente. Déjà, dans un rêve où on est bien, un rêve bien vif, tu vois, la partie, le lobe frontal, lui, il est bien activé Ouais. déjà. Donc, en fait, la vraie règle, c'est juste d'avoir eu suffisamment de cycles de sommeil réparateurs au préalable. Moi, c'est Ouais. vraiment ce que je fais dans ma pratique, dans tous les stagiaires. J'encourage tout le monde et je le mets dans mon protocole d'avoir suffisamment de sommeil récupérateur avant. Quand on fait la pratique et qu'on est déjà bien fatigué dans une dette du sommeil, c'est ce que j'ai eu dernièrement pendant un moment, je ne cherchais pas à vivre l'expérience délibérément. Je vivais d'ailleurs beaucoup plus de rêves lucides à ce moment-là que de sortir du corps voilà, non programmé. Et donc, le sommeil, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Quand on a eu tout ça et qu'on revient, beaucoup de personnes disent: Ah, c'était extraordinaire, j'ai la pêche, mais ils sont dans une euphorie énorme, sans compter le cocktail, je disais, qui a été déversé dans le corps, l'ocytocine, la glande pituitaire qui est libérée de l'ocytocine, tu vois, cette hormone de l'amour qui ouvre le cœur. Et j'allais dire, même le cœur, quelque part, s'ouvre, les artères du cœur se dilatent
euh, sous l'effet de la vasopressine qui est libérée aussi également. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque aussi des benzodiazépines. C'est des antidépresseurs, mais ça, au niveau du cerveau, c'est la mélatonine qui subit des altérations naturelles en benzodiazépine, donc un antidépresseur naturel qui est libéré dans le corps. On retrouve également la DMT, diméthyltryptamine, un dosage bien sûr qui n'est pas comme dans l'ayahuasca, mais de la DMT naturelle qui est responsable des plus grandes visions, j'allais dire, on parlait d'effets hallucinogènes, mais voilà. Et derrière, il y a aussi les pinolines, c'est des antioxydants puissants. Donc effectivement, il y a un impact à ce niveau-là, au niveau du corps. Et je pense que le sommeil, la difficulté chez certaines personnes, c'est par contre de le vouloir pratiquer délibérément, d'avoir le protocole mais de ne pas être dans un lâcher-prise suffisant. Elles n'ont pas forcément toujours intégré le protocole de manière automatique parce que dans les premières secondes suivant un réveil, on a envie de le faire, il faut le faire rapidement. Il ne faut pas tergiverser pendant 10 plombes. Si on n'y arrive pas, on ne dépasse pas une minute, on dort. On ne cherche pas à continuer. Et c'est ça la difficulté, c'est le risque de l'insomnie. Ça, pour le sommeil, c'est perturbateur. Et quand on débute, je ne recommande pas de le faire, d'essayer de le faire toutes les nuits non plus. Autre chose, juste pour quand même répondre à la question que tu m'avais posée tout à l'heure, parce que je n'ai pas été au bout de la chose par rapport à la protection. Oui. Faites que chacun fasse ce qui lui parle. Chez certains, la protection, ça va être de faire une petite méditation avant, de rentrer dans une bulle de lumière protectrice avant de s'endormir. Chez certains, ça va être de dormir avec une pierre de protection, tout ça. Faites ce qui vous semble utile. Hein, vous activez votre pouvoir magique de cette manière. En l'occurrence, aujourd'hui, moi, ma croyance, c'est que notre protection, elle est déjà en nous. C'est notre lumière, c'est se mettre, choisir la porte de l'amour, quoi. À partir de là, quand on nous s'ouvre à l'amour, on libère toute la lumière et c'est ça notre protection. Ouais, j'allais t'envoyer là sur un autre sujet. Est-ce que on a parlé des impacts sur la physiologie? Est-ce que on peut rencontrer également des êtres désincarnés pendant une sortie hors du corps? Des personnes qu'on a aimées, qui sont plus parmi nous aujourd'hui, ou alors des personnes qui sont pas du tout incarnées. On a parlé de guides tout à l'heure, ou des personnes qui potentiellement vont s'incarner plus tard. Est-ce que ça, c'est un phénomène qui serait propre aux sorties hors du corps? Est-ce que ça peut arriver aussi pendant les rêves, aussi, selon toi? Est-ce que ça peut être un peu les deux? Comment est-ce que tu Hmm. vois les choses? Ouais, alors justement, on peut totalement être, et même souvent, enfin, en ce qui me concerne, ça a été assez régulier, hein, de rencontrer des êtres non incarnés, donc des défunts souvent des proches disparus, hein, pas forcément des gens que j'ai pas connus, sauf dans des cas précis où on me demandait d'obtenir un message d'une personne disparue ou autre. Des anges, des guides, peu importe les croyances, là aussi, ne pas se cloisonner à une conception qu'on a d'un ange. Parce que certaines personnes disent, j'ai demandé à voir un ange, mais j'ai vu un être qui est venu et qui m'a donné un message, mais je cherchais l'ange en fait, Tremblez et je voyais pas. pas d'elle. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est très humain et ça montre aussi à quel point où on en est dans le cheminement, parce que là, on découvre vraiment quelque part où on en est. Donc c'est ça aussi qui est super intéressant. C'est des fois on nous donne un message. Moi, tu vois, à un moment donné, j'avais cette tendinite, je te disais, et je voulais me passer une pommade. Ça faisait partie de mon plan d'action parce que par le passé, maintenant aujourd'hui j'évite, hein, tu vois tout ça, mais quand j'étais plus jeune, j'avais un petit bobo, je mettais de la pommade, tu vois. Ben, je me souviens sortir du corps, j'ouvre l'armoire à pharmacie et là je tombe sur plein de tubes, mais plein de tubes, sauf que c'est écrit en thaïlandais. Et moi, qu'est-ce que je me dis à ce moment-là? Je dis, ben non, mais je comprends rien. Et les effets secondaires, c'est quoi? Le truc très terrestre, très mental, quoi. Et je reviens à moi parce que j'ai tergiversé. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire, quoi? Non, c'est bon, on retombe pas dans le piège, justement. Ça, t'as pas besoin. T'as demandé, tu as. Je vais la sortie et cette fois-ci, on me met un seul tube et là, on me met la bonne marque. Je sais pas si je peux la citer, tu vois. Voltaren, le truc qui arrive. Je dis, bon, bah, ok, je vais mettre de ça, tu vois. Mais, et je suis revenu après la deuxième sortie et là, ma douleur avait totalement disparu, plus de tendinite. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on voit à quel niveau on chemine au fur et à mesure. Donc, les êtres, tu peux rencontrer des êtres non incarné. Et c'est même très libérateur quand bah, tu rencontres un défunt, de pouvoir ressentir cette conversation télépathique ou juste un simple regard qui te remplit d'amour et qui te fait te sentir en paix, quoi. Ça, c'est quelque chose vraiment transformateur. Et ils peuvent venir en rêve aussi. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Les rêves également.
Mais la difficulté, parfois, dans tout ça, c'est de faire la distinction entre ce qui est une projection de nos émotions, la peur, et la vraie et la connexion avec l'âme. Donc, ce qui est intéressant, c'est que globalement, dès qu'on entre dans une grande dimension d'amour, on ressent cette connexion, on est, selon moi, en connexion avec cette âme, avec cette vibration non incarnée. Quand on est dans cette forme de peur, on est indirectement dans une projection de notre état émotionnel, ce qu'on n'a pas encore. C'est comme si on voyait les choses sous le filtre de la peur. Tu vois. Donc, voyage chamanique, tu vois, je fais aussi des séances d'hypnose transpersonnelle. Je suis praticien d'hypnose transpersonnelle, qui est une hypnose dite spirituelle, régressive pour certains, voilà, exploration de vie. Et les rencontres avec des êtres chers en pleine séance, les gens les vivent aussi. Donc, voyage chamanique, méditation, plein de pratiques. Les personnes qui prennent de l'ayahuasca, bon, moi, j'ai jamais essayé, mais potentiellement, dans toutes ces pratiques, on peut être en connexion avec ces plans-là. Et vraiment, la distinction par rapport à la sortir du corps, ça ne veut pas dire qu'elle est mieux, encore une fois, c'est un outil, c'est vraiment cette sensation du corps physique, lui, qui a totalement disparu. On est totalement immergé dans l'autre réalité. Oui, je vois. C'est vrai que c'est quand même assez imperceptible. En fait, moi, c'était une question que je te posais presque par intérêt, tu vois, parce que c'est des choses qui me sont arrivées assez souvent, de rencontrer des êtres désincarnés. Et j'ai l'impression que c'est en rêve, mais quand tu reviens à toi, il y a quand même ce truc où tu sais que c'est pas un rêve, parce que justement, c'est beaucoup plus net. C'est beaucoup plus net qu'un rêve. Et donc, je me dis, est-ce que j'ai pas fait, tu vois, des sorties hors du corps malgré moi, entre guillemets? Est-ce qu'en fait, cette rencontre, c'était juste un rêve, ou est-ce que c'était vraiment c'était pas plutôt une sortie hors du corps? C'est fort probable que tu transites à partir d'un rêve, c'est comme si une porte s'ouvrait, un espace sacré s'ouvre. Et c'est pour ça que je parle de l'état de phase. Un espace sacré s'ouvre dans lequel viennent s'intercéder un défunt et soi pour établir une connexion. Souvent, ça m'est arrivé d'avoir ce message que le défunt, ça lui demande de l'énergie. Voilà, ça lui demande beaucoup d'énergie, d'effort pour arriver à notre niveau. Et nous, potentiellement, aussi pour monter à ce niveau. Donc, c'est souvent des expériences qui sont plutôt courtes, mais intenses. Après, est-ce que c'est influencé de choses que j'aurais déjà entendues par le passé et tout? Une fois de plus, c'est pas impossible. Toujours est-il que moi, aujourd'hui, dans ma pratique, dans tout ce que je fais, je veux surtout m'attacher à l'impact émotionnel positif qu'on peut en tirer. Vraiment les bienfaits, ce qu'on ressent, ce qui peut être véritablement transformateur derrière. Et dans ce qu'on vit, moi, en l'occurrence, pendant des années, quand j'avais peur, c'est le décès de ma grand-mère. Tu vois, le point de départ. J'ai mis des années à comprendre que c'était ça. J'étais dans un travail face à moi-même. Ces peurs, ces expériences que je vivais, c'était une forme de miroir d'où j'en étais par rapport à ma compréhension de la mort. Il faut savoir que quand ma grand-mère est née, avant mes 10 ans, c'est la première fois que je suis confronté à la perte d'un proche. Et j'apprends ça le matin et je cours dans la chambre d'un frère et dire, ah, mamie est morte. Comme si j'ai annoncé, je voulais être le premier à annoncer une bonne nouvelle, quoi. Alors que j'aimais ma grand-mère. Mais c'est en voyant son corps que je réalise, mais en fait, elle est où en fait là? Où est-ce qu'elle est? Et là, c'est les interrogations qui commencent. Et c'est là que je commence indirectement, c'est l'analyse que j'en fais aujourd'hui, à me câbler à l'invisible, à me câbler à ces autres dimensions, à cette partie multidimensionnelle. Oui. Tu viens de me replonger là quelques mois en arrière, parce que bah, j'ai perdu aussi ma grand-mère il y a quelques mois, tu vois, donc ça résonne ce que tu dis, Mm. c'est assez troublant. Euh, on a parlé de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, quelque chose que tu as envie de dire autour des sorties hors du corps? Euh, alors, je l'ai dit juste tout à l'heure, on a mentionné très rapidement d'avoir un cap. Bien sûr, ceux qui veulent le vivre par curiosité, bon, bah, allez-y, hein, j'en ai plusieurs qui le font, hein, bien sûr, et ça ne veut pas dire que vous allez vivre une expérience moins forte. De toute façon, globalement, je pense que tout est juste. On est là où on doit être. Euh, c'est une phrase qui est dans le livre de Sylvie Détiolas, tu sais, qui travaille étroitement avec Nicolas Fraisse, tu sais, cet expérienceur qui vit des sorties du corps, mais pas que. Beaucoup d'expériences qui sont des épisodes même de vision à distance. Il vit tout, une panoplie d'épisodes de connexion quoi, avec cet invisible. Et justement, par rapport à ces expériences, on remarque quand même qu'il est important, selon moi, juste déjà de s'informer un minimum quand on se lance dans la pratique. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de dire, OK, j'ai eu deux, trois infos, je me lance. Juste savoir au moins qu'on va être face potentiellement à nos émotions, ça peut arriver. Et que ce qui nous fait peur, c'est nous.
C'est pas quelqu'un qui va forcément nous attaquer. Alors, oui, on peut se dire, on a le droit d'avoir la croyance qu'on est attaqué par une entité, et je dis pas que ça n'existe pas, hein, vraiment. Mais ce que je remarque par l'expérience, c'est qu'il suffit juste de poser une question, qui es-tu et pourquoi es-tu là? Et c'est Mm, ça qui a complètement chamboulé ma vision des choses. C'est plutôt récent, hein, c'est proche, même pas de 3 ans. mm, C'est de voir que cet être que je pouvais percevoir, je dis bien percevoir comme quelque chose de mauvais, d'un seul coup, se transformer en être de bonne lumière. chose. Ouais, ouais. Et là, la grosse question se pose. Est-ce que j'ai attiré pendant toutes ces années des entités qui étaient réellement là? Ou est-ce que j'étais moi en pleine projection de Ouais. mes peurs, tout ça? Et Et du peut-être que coup, tu c'est les les as deux. manifestés sous forme d'entité, quoi. Peut-être que c'est les deux. Tu vois, juste, j'étais en conversation avec, là, il n'y a pas longtemps, là, avec un gars, une pointure un peu en physique. Il m'a raconté que tout existe déjà comme potentiel. Donc indirectement, me suis juste câblé à un potentiel qui existe. Donc oui, j'ai attiré à moi ça, qui existe déjà. Mais c'est parce que j'étais en résonance avec ça que je l'ai attiré à moi. Donc c'est vraiment toujours, on retombe sur la même chose. Oui, on est créateur et oui, on crée ce qui existe déjà dans la matrice. Ouais. Ça faisait peut-être C'est partie des dernières questions que j'avais envie de te poser. C'est pour une personne qui souhaiterait attirer à elle une situation dans la vie physique, dans la vie matérielle. Quel type de plan d'action est-ce qu'elle pourrait envisager dans une sortie hors du corps? Est-ce que par exemple, par rapport à ce que tu disais là, le fait de générer lors d'une sortie hors du corps l'énergie de la situation qu'on voudrait vivre, ça pourrait être intéressant? ouais. Moi, pour moi, c'est travailler sur la sphère émotionnelle énormément. Je dis souvent, quand tu as éprouvé le vol un rêve lucide, la sensation grisante de pouvoir voler, de ne plus être dans ton enveloppe de chair et donc de pouvoir te mouvoir comme ça aussi librement, eh ben, ça devient plus simple de se ressentir, de ramener à toi la sensation d'être libre, la liberté. Souvent, on Mm. dit, ah, j'aimerais être libre dans ma vie et on râle, ouais, mais je ne suis pas libre. Et en fait, quand tu l'as eu, tu dis, bah, en fait, je suis libre. Oui. Mais c'est un état d'être à cultiver. C'est pour ça qu'on peut le faire en méditation, que j'encourage les gens à expérimenter d'autres outils, pas juste ça. Méditer, c'est quelque chose, c'est gratuit, on peut le faire, on peut s'accorder facile 5 minutes, 10 minutes. Mm. C'est à nous de choisir, en fait, si on veut le faire. On accepte de se nourrir, de faire du sport, pourquoi pas faire cette gymnastique de la conscience. Et justement, cet outil, bah, ça va être aussi, si on veut se connecter à l'énergie d'amour, par exemple, en sortir du corps, se connecter à un souvenir intense lié à l'amour ou dire connecte-moi à l'énergie d'amour pour que se déroule devant nous une scène qui va nous y connecter. Mm. Tu vois, il y a quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps, mais je vais Bien raconter sûr, vas-y, une vas-y. expérience que j'ai vécue à un moment donné. Je faisais donc là, bien physiquement, hein, avec une amie, je faisais ce qu'on appelle du eye gazing. Le eye gazing, tu sais, c'est une pratique où tu regardes les yeux dans les yeux. L'idée, en fait, c'est tiré à la base. Moi, je l'ai fait intuitivement. Je savais pas que ça existait, cette pratique. C'est tiré on m'a filé des documents de Rosicrucien pour la sortir du corps. Et moi, j'aime bien étudier un peu les différentes techniques. Et il parle de fixer un point au plafond pendant plusieurs minutes en gardant les yeux ouverts. L'idée, c'est de fatiguer ta vue psychique, ta vue physique pour laisser place à la vue psychique, à la vision du troisième œil. Et donc, je me suis dit, OK, je commence à ressentir des choses, je vais me le faire en regardant moi-même dans le miroir. Je me suis regardé dans le miroir tout seul et j'ai fait ça. Et d'un seul coup, je me suis vu se superposer à mon visage d'autres visages. Quoi, je me connectais, fragment d'autres vies, Mm. une image une projection d'aspect de moi, peut-être. Et je l'ai fait avec des amis et mes frères. Et on a commencé à voir des choses. Et donc là, je te raconte l'épisode où je l'ai fait avec une amie à moi. Et d'un seul coup, j'ai connecté, j'ai vu la Vierge Marie devant moi. Alors, je suis pas, j'ai été baptisé, mais je suis pas catholique dans la pratique. Je me considère plus un être spirituel globalement. Ma mère est hindouiste, tu vois. Bon. Et là, je vois ça et je me mets à pleurer. Je ressens un amour inconditionnel intense. En sortir du corps, je demande, donc là, je fais l'inverse, je demande à ressentir cet amour-là, Mm. à reconnecter à ce que j'ai vu. Donc moi, je m'attendais en fait à revoir Marie en sortir du corps. Et qu'est-ce qui se passe? On me met dans une situation, je suis dans un rêve lucide, je me retrouve à Disneyland et Disneyland Paris, donc rêve lucide, je me balade dans Disneyland et j'entends une voix au speaker, tu vois, la directrice
c'est une femme qui n'a pas coupé le micro et qui disent, mais qu'est-ce qu'on a fait là? C'est horrible, tout le monde au rendez-vous, tout le monde réunion. Qui a lancé le truc de le vendre des cigarettes électroniques aux enfants dans le parc? Et là, ça me fait rire. Moi, je suis en rêve lucide, mais ça me fait rire quand même. J'observe avec lucidité ce qui se passe, parce que je me dis, il y a bien quelque chose qui se passe. Et ensuite, je reviens à moi, je me réveille, je me rendors, et là, je me réveille. Sortir du corps, je plonge, j'ai mis mon intention de me reconnecter à la Vierge Marie, à ce que j'ai ressenti. Et qu'est-ce qui se passe? Je chemine, je sors par la fenêtre, le décor est un peu différent, et je vois une sorte de cantine. Et je vois assis, au loin, une femme très triste, qui se trouve être cette directrice de Disney. Je la regarde et là, elle lève la tête et elle me voit. Et là, elle s'avance vers moi comme ah, il m'a vu. Il m'a vu, il a vu mon état, ma souffrance. Et là, elle se retrouve face à moi et elle me dit merci. Elle s'effondre en larmes parce qu'elle ressent mon amour inconditionnel pour elle. Et en fait, à ce moment-là, ce que j'ai ressenti en moi, c'était cet amour inconditionnel que j'ai ressenti quand j'ai vu Ouais. le visage de Marie, tu vois. Donc en fait, c'est comme si, par l'intention, mon mental voulait voir Marie à nouveau, mais on me l'a fait voir sous un autre prisme, sous un autre angle. Ouais. Et ce que j'allais dire, c'est que finalement, en sortir du corps, c'est des choses qu'on va pouvoir faire. Tu crées une musique, bah, si tu composes une musique, en général, créer une musique en sortir du corps, tu te poses pas pour la composer. Elle vient instantanément. C'est d'ailleurs comme ça que Yesterday des Beatles a été capté. Paul McCartney a passé 3 semaines à vérifier que la musique n'existait pas déjà. Et ensuite, il a composé, tu vois. Donc, en fait, tu vas capter les choses et derrière, bah, tu essaies de le ramener dans la matière. Mm. On approche de la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a une leçon que tu as apprise récemment, quelque chose que tu as compris de la vie, de la société, des humains en général? Ah ouais, mais je suis toujours en chemin, toujours dans ce même chemin. C'est quelque chose que j'arrive à comprendre, à conscientiser. J'arrive à en parler également. Et après, bah, l'exercice, c'est de le mettre en pratique tout le temps dans le quotidien. C'est globalement la sortir du corps, c'est ça. Beaucoup de personnes disent non, il faut surtout pas le vivre, on prend des risques. Il y a le risque de vivre, de se faire attacher ou autre chose par une entité, etc. Le risque de ne pas revenir. Et à côté, des gens qui décrivent des expériences totalement merveilleuses. Mais c'est la même chose, je pense, dans la vie. C'est qu'on a toujours ce choix. Il y a deux portes devant nous, la peur d'un côté et l'amour. Quelle porte on choisit? Et quand on choisit l'amour, je pense que c'est là qu'on se connecte à notre vraie nature. C'est juste ce que je voulais dire, qui est là, c'est le stade qui traduit le stade où j'en suis aujourd'hui dans ma réflexion. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Romain. C'était un plaisir d'échanger avec toi ce matin. J'espère que ça apportera des choses à nos auditeurs. Enfin, je suis sûr que ça apportera des choses même. Merci beaucoup, Alex. C'est un vrai plaisir de partager tout ça avec toi et avec ton audience. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avant de vous dire au revoir, laissez-moi vous rappeler que si le podcast vous a plu, vous pouvez nous laisser une note positive, nous écrire un commentaire ou encore vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez devenir adhérent du Bazar culturel. C'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de vous proposer chaque semaine un contenu de plus en plus qualitatif. Sur ce, je vous dis à lundi prochain et en attendant, restez en mouvement.